Donc, déjà, merci d'être venu pour écouter la parole. Cette présentation a été faite à l'IBC, dans le cadre des conférences de l'IBC. Et c'était intéressant, effectivement, de voir comment ça a été reçu. Il y avait dans le même panel donc quelqu'un de Technicolor qui fait de la captation et qui présente les challenges du Ultra HD. Il y avait les gens du NHK qui présentaient leur 8K à 100 mégabits plus. On n'y est pas encore. Et donc Harmonic qui présentait l'état de l'art. Donc cette présentation est essentiellement tournée autour de l'écosystème de l'Ultra HD. Donc, comme vous savez, l'Ultra HD, ce n'est pas simplement un encodeur, un décodeur. C'est de la captation, déjà un standard si possible de la captation, un encodeur, du watermarking, du DRM, du CDN si nécessaire, des décodeurs, des téléviseurs et bien entendu des utilisateurs si possible. Donc voilà un petit peu le plan de la présentation. Vous aurez l'occasion de voir dans quel cadre on se place, les différentes phases qui ont été définies par DVB-IBU, le transport, la connectivité, la protection du contenu, les problématiques de bande passante, la qualité vidéo, qui est un problème qui est fondamental pour nous, l'OTT, où est-ce qu'on en est sur l'OTT, et ce qui a été montré à l'IBC, et quelques conclusions qui sont, je dirais, temporaires. C'est l'état des discussions aujourd'hui. Donc pour commencer, je dirais, vous avez une source live qui va sur un encodeur live, ça c'est le mode classique du broadcast. Mais nous on pense qu'il y a aussi d'autres manières de délivrer le contenu. Vous prenez un asset VOD qui est transcodé dans un transcodeur fichier, et là vous pouvez faire classiquement du streaming OTT VOD à la mode Netflix. Vous pouvez faire ce qui se fait en Corée aujourd'hui, des programmes à partir de fichiers et créer une chaîne. Et vous pouvez également pousser du contenu sur une set-top box avec disque dur, typiquement sur un canal satellite HD. Vous pouvez envoyer de l'Ultra HD. Donc ça, c'est les différents modes pour pouvoir transmettre un contenu Ultra HD sur différents types de réseaux. Alors au niveau de l'écosystème, donc là, on vous a donné un petit peu ce que nous, on fait chez Harmonic, avec qui on travaille. Vous avez la partie live, captation, contribution, distribution, la production et le play-out qui, pour nous, aujourd'hui, est encore en étape de définition des standards. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. C'était quand même, je dirais, un peu du montage de prototypes, avec des débits phénoménaux, 100 mégabits pour acheminer le signal en MPEG 4. Mais je dirais, on espère qu'il y aura des standards tels que SDI sur IP. Nous, on y travaille, mais il y a des sociétés qui sont un petit peu plus avancées sur ce sujet-là. Là où on est présent aujourd'hui, c'est la partie encodage pour broadcast, les réseaux broadcast et les réseaux multicast. Donc là, on parle de qualité de service. Je pense que l'Ultra HD Live, ça peut se faire effectivement sur Internet, mais alors là, on part sur des problématiques de bande passante et des qualités de service qui, à mon avis, ne sont pas encore résolues aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez de la set-top box pour le moment. On pense que les téléviseurs avec les bons modèles d'accès conditionnel, c'est intéressant de voir Nagra présenter à l'IBC des téléviseurs avec des cams intégrés. Donc là, on peut faire de la qualité de service et de la sécurité dans le téléviseur, mais on voit plutôt les téléviseurs dans la catégorie streaming OTT aujourd'hui. Côté VOD, donc bien entendu, toute la chaîne de production, je passerai sur tout ce qui est HDR, qui est le sujet chaud, mais non standardisé malheureusement. Donc on ne va pas regarder en détail, on va en parler un petit peu. On transcode, on envoie le fichier transcodé soit sur un playout, soit sur un push serveur qui va aller sur un réseau broadcast, ou bien l'origine serveur sera capable d'aller en adaptive streaming, soit sur un réseau QoS, ou bien sur un réseau pur Internet, délivrer de la VOD à travers un CDN, soit sur une set-top box, soit directement sur un téléviseur, comme ce que fait aujourd'hui Netflix. Harmonic fait les deux, mais on pense que la qualité de service sera délivrée sur des architectures quality of service du type câble et fibre pour les telcos. Là, vous êtes sûr de ce que vous délivrez. Tout ce qui est sur Internet, c'est essentiellement adaptif. Et vous savez qu'aujourd'hui, la bande passante moyenne sur un ISP en France, c'est 3 mégabits par seconde. Donc, même avec le même encodeur de la planète, vous n'avez pas de l'Ultra HD à 3 mégabits, vous aurez
au mieux du 1080p et éventuellement 1080i 720p 30 ou 60, donc c'est pas du tout sûr que vous ayez délivré de l'HD. Ce slide est excessivement important parce qu'il vous montre tout ce qui a été décidé au niveau du phasing, phase 1 2160 p5060, phase 2 on passe aux 120 frames par seconde avec tout ce qui tourne autour de l'HDR du 4.2.0 et du 4.2.2. Et phase 3, c'est ce que j'appelle le nirvana. Donc là, on parle du 8K. Et donc les Japonais, ils sont à fond sur la phase 3. Les gens de l'OTT et des téléviseurs, ils veulent déployer quelque chose de très rapidement. Donc ils sont sur la phase 1. Et la phase 2, c'est là où tous les broadcasters sont en train de se gratter la tête et ils disent voilà ce qu'il nous faut. On veut du 120 frames par seconde pour faire du sport. On veut du HDR pour avoir la meilleure qualité. On veut de l'audio basé sur objet pour pouvoir faire de l'audio interactif. Et pourquoi pas du 12 bits pour les gens d'Hollywood. Donc là, vous avez en gros toutes les angoisses existentielles des content providers sur la phase 2. Phase 1, pour eux, c'est très bien, c'est joli, mais on ne voit pas l'intérêt. D'accord? Donc, important de faire la différence entre phase 1, phase 2, 4K et le 8K pour les Jeux Olympiques de 2020 avec de la bande passante infinie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une spec, UHD1 phase 1, spec DVB-IBU, donc tout le monde peut y accéder. Donc on a résumé un petit peu ici les différentes fonctionnalités. Donc UHD1 phase 1, target Jeux Olympiques 2016, 38, 40, 21, 60, 4.2.0 10 bits, important, le 10 bits, pour tous les problèmes de dithering. Framerate 50-60, HEVC maintain, color space Rec 709, HDR preferred, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc pour le live il n'y en aura pas. L'audio 5.1 et le codec est encore ouvert. Sachez que Harmonic montrait du 5.1 en AC4 à 96 kilobits par seconde, donc c'est possible. Pour tous les gens qui pensent et parlent du BT 2020, le workflow, bien entendu, n'est toujours pas défini. La partie HDR, c'est toujours des implémentations propriétaires qui ne marchent pas pour le live. UHD1 phase 2, on augmente la dynamique, 10 à 12 bits, on fait du 100 Hz, on fait du HDR mandatory, ça veut dire qu'il y aura une spécification. On ira au-delà du 5.1, on aura du 3D audio. Les codecs ne sont pas définis, mais on sait qu'il y en a qui existent, donc ça c'est la bonne nouvelle. Alors là, sur le 100 Hz, il y a une grosse discussion dans l'industrie. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire de la captation 100 Hz. Nous, on montrait un téléviseur qui prenait du UHD1 phase 1 en entrée et qui était capable de convertir dans le téléviseur avec de la compensation de mouvement. On pense que ça marche, mais bien entendu, les esthètes pensent que ce n'est pas suffisant. Pour l'HDR, je ne dirai jamais assez, personne ne déploiera des systèmes propriétaires. Pour la partie audio, AC4 nous paraît une bonne option. Bien sûr, il y a MPEG-H qui propose quelque chose d'alternatif. UHD 2, donc là c'est du 8K, alors avec toute la gamme de, je dirais, de échantillonnage 4.2.2, 10 bits, 12 bits, le 100 Hz, Rec 2020, HDR, Object Based Audio. Donc là on parle de débit beaucoup plus important, 100 mégabits minimum. Bien entendu, pour avancer, il faut des standards. Alors la bonne nouvelle sur les standards, c'est que DVB-IBU travaille sur la phase 2, SMPTE travaille sur toute la partie captation d'images et standardisation de toute la métrique de qualité vidéo. Donc là, je pense qu'il y a les astres qui commencent à s'aligner. On parle de choses sérieuses avec des gens qui ont des intérêts de déployer des vrais services. Parlons un peu du transport pour le live. Il y a des gens qui sont sur le broadcast depuis très longtemps en mode transport stream et qui vont continuer à faire du transport stream. L'IP multicast, on va continuer à faire du transport stream sur IDP. IP unicast, pourquoi pas? S'il y a des gens qui veulent se lancer sur du live streaming HTTP, ça sera du Dash, ISO, BMFF. Donc c'est la spécification Dash IF. Et donc nous, on montrait ça sur de la VOD, l'IBC. Et bien entendu, tout ce qui est transport stream, playout ou push, ça sera du TS.
La VOD, on a trois catégories. Le download pour tous les services qui existent aujourd'hui, le service Sony aux États-Unis, c'est un download en MPEG 4. La partie QoS streaming sur service provider, ça va être du Dash, ISO, BMFF, et l'OTT streaming, c'est exactement la même spécification. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui sera capable de garantir le débit, l'autre pas. Donc nous, on montrait du Dash, ISO, BMFF sur Player JPAC, l'IBC. Au niveau de la connectivité, donc là, il y a un peu de tout. Pour les gens qui suivent un peu l'industrie, ce qui est déployé aujourd'hui commercialement, c'est du 2160 P30, qui bien entendu n'est pas bon au niveau du framerate, et ce qu'il faut déployer, c'est du 2160 P60 420 10 bits, et ça c'est HDMI 2.0 qui marche, mais typiquement, je vous donne un exemple. Sur le trade show, on avait un téléviseur qui basculait constamment entre la source 2160 P60 420 et qui parlait au décodeur en lui disant maintenant je suis HDMI 1.4. Donc c'était pas tout le temps stable et on a vu des problèmes comme ça arriver chez les clients. Donc c'est pas encore complètement stable. Protection du contenu, sujet ô combien important qui va vraisemblablement ralentir la vitesse d'adoption sur le contenu premium. Donc aujourd'hui, on pense que les casques qui existent, il va falloir les upgrader, en particulier mettre de l'AES sur tout ce qui est DVB. Pareil sur le DRM, il va falloir augmenter la spec, et vous avez pour ça Movie Labs qui a fait une spec pour la partie VOD, pour son contenu premium, et on pense qu'il y a des content providers qui vont dire puisque vous faites pour la VOD, faites-le aussi pour le live. La partie VOD, DRM pour tout le contenu premium, c'est clair que ça, c'est obligatoire. Donc la spec Movie Lab, j'ai donné le lien, vous pouvez aller le chercher sur Internet. Et là, vous allez voir, donc toute la connectivité, bien entendu, c'est HDCP 2.2. Et vous allez voir derrière la spec Movie Labs résumée en une page. Donc vous avez d'un côté les requirements. Et vous voyez qu'on parle d'encryption et cryptographie, donc des clés plus larges. La connexion serveur avec le système d'autorisation, comment on arrive à renouveler le DRM, c'est-à-dire recharger la DRM dans le client, tout ce qui est revocation renewal, donc les policies de serveur, certification, tout ça c'est revu et corrigé. Pour les gens qui sont dans l'implémentation, donc les secure data pass, c'est-à-dire que dans le décodeur, le cryptoprocesseur ne peut pas parler au main processeur. Si il y a si les gens sortent de l'App Store et vont bricoler sur tout ce qui est non autorisé, non certifié, le système va s'arrêter, les systèmes de trust zone, donc toute la sécurité dans le client est complètement contrôlée et vous ne pouvez pas faire ça avec des approches software. Tout ce qui est hardening, obfuscation, donc pour tous les gens qui sont dans les chips, ça va être extrêmement difficile. Donc il va falloir mettre de la sécurité dans les chips et bien entendu root of trust, tout ce qui est autour de trust zone. Donc là, ça va être excessivement difficile d'attaquer le client. Le watermarking, alors là c'est le sujet à la mode. Donc vous avez la partie watermarking côté serveur ou côté client et la possibilité de faire les deux. Là, vous allez voir dans les schémas d'architecture, ça devient un petit peu compliqué. Et bien entendu, la détection de clones, la certification avec des systèmes de third party. Donc là, on pense que, je ne sais pas comment on dit ça, c'est la ligne de flottation est assez haute. Donc en gros, si vous voulez faire du Movie Labs compliant, il va falloir travailler très très dur. Nous, on y travaille côté serveur et on plaint les gens qui font les clients parce qu'effectivement, c'est assez compliqué. Où va se positionner le watermarking dans l'écosystème? Donc, dans l'encodeur, pour la partie broadcast, il va falloir qu'on fasse des encodeurs spécifiques avec le watermarking dans le processus d'encodage. Ça, c'est assez lourd. Pour les gens qui s'intéressent à la piraterie aujourd'hui, le contenu est piraté dans les set-top box HD. Et le seul moyen de savoir d'où vient le piratage, c'est de mettre du watermarking. Vous êtes obligé aussi de protéger votre lien HDMI avec HDCP 2.2. Pareil, côté VOD, on peut aussi faire la protection avant l'origine serveur dans le transcodeur.
Il faut protéger son lien, mais on peut aussi faire des systèmes de playlists où on n'a pas besoin de toucher la vidéo, c'est simplement le client qui va aller chercher des playlists et l'origine serveur va lui donner des playlists sélectives pour pouvoir marquer le contenu. Le CDN peut faire ça aussi au niveau Edge. Vous êtes capable, avec Movie Labs, de faire de l'encryption au niveau de la session. Donc là, c'est un petit peu plus lourd et c'est moins scalable. Donc, si vous avez des questions, je pourrais répondre aux questions. Je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais c'est juste pour vous donner une idée de où le watermarking va se positionner dans l'écosystème. Parlons un peu de débit, parce que c'est quand même important. Donc l'HD, aujourd'hui, on va parler de constant bitrate pour être à peu près équivalent. 5 mégabits en MPEG 4 AVC, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on appelle la True HD, donc c'est le 1080p 60 en HEVC. On montrait du contenu entre 5 et 8 mégabits, mais on pense qu'on peut arriver à optimiser HEVC pour faire en fait au même débit que le 1080i, du 1080p avec, je dirais, du contenu de haute qualité, type sport. Le 4K, qui ne veut rien dire bien entendu, mais tout le monde parle du 4K, donc on parle du accident de route. On parle du 21p 30 qui ne va pas être déployé, sauf pour les films, donc ça c'est typiquement du film. On parle de 10 mégabits par seconde sur du main, donc c'est 8 bits. Donc le Ultra HD1 phase 1 HEVC maintain, on espère être aux alentours de 15 mégabits par seconde. Donc ça c'est le target. Et l'étape suivante, avec du 120 frames par seconde, on sera au-delà de 20 mégabits par seconde. Donc là, on a essayé d'introduire un nouveau concept, Matrix, qui s'appelle Video Quality Divided by Bandwidth. Donc on prend la qualité vidéo qu'on mesure sur des séquences. Donc c'est un petit peu le ranking de CCIR, ITU, Bad, Annoying, Acceptable, Good, Perfect. Et là, on met les débits 5, 10, 15 et plus sur du HD interlacé, entrelacé à 60 frames par seconde. Donc là, on pense que la qualité n'est pas très bonne. Par contre, le débit est intéressant. Le P60, on voit que la qualité commence à être acceptable. Tout ça sur un écran Ultra HD avec un débit très intéressant. Le HD P30, UHD P30, on n'est pas convaincu que la qualité est bonne parce qu'on a des problèmes de temporel. Et le débit est relativement élevé et par contre, effectivement, Ultra HD, très très bonne qualité, mais débit aussi très élevé. Donc là, la conclusion à laquelle on arrive aujourd'hui, par rapport à ce qu'on voit, c'est que le meilleur rapport qualité vidéo bande passante est sur le HD P60 en HEVC, un débit qui est le même pratiquement que celui du HD qui est en production aujourd'hui. Donc comment la transition va se faire entre de l'HD qu'on a aujourd'hui et de l'Ultra HD. Donc on voit que le 1080i60, il est aujourd'hui disponible sur les infrastructures 3G SDI. Le 1080p60 a une bien meilleure qualité. Il faut bien entendu des nouvelles set-top box, mais c'est toujours disponible sur les infrastructures existantes. Et l'Ultra HD P60, il faut des nouvelles infrastructures, soit du 12G SDI, soit du SDI sur IP. Et pour ça, bien entendu, il faut d'autres set-top box. Donc nous, on pense que le 1080p60 est un très bon point intermédiaire en attendant soit la phase 1, soit la phase 2 de l'Ultra HD. OTT, sujet à la mode, Netflix vient d'être lancé en France. Donc voilà un petit peu le secret de l'OTT. Vous avez un service à 15 mégabits aujourd'hui et si vous allez sur un flow classique ISP, l'ISP ne va pas vous donner plus que 3 mégabits par seconde. Ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que ce système a engorgé complètement les ISP et les Comcast et AT&T Verizon sont venus voir Netflix en disant voilà, si vous voulez mettre vos edge cache chez nous, effectivement, il y aura plus de bande passante et il y a une certaine efficacité du réseau, mais aussi une contrepartie commerciale. On n'a pas les détails, mais on pense qu'il y en a un qui a été obligé de payer pour pouvoir avoir cette meilleure qualité de service. Mais vous voyez qu'ici, dans ce système, vous êtes capable d'acheminer le débit maximum
à l'ISP, alors que classiquement, l'ISP n'ira chercher que les débits le plus bas, et à 3 mégabits, on pense qu'on peut faire maximum de la HD, mais pas de l'Ultra HD. Donc ça, c'est un sujet intéressant, et on pense qu'en fait, les câblos et les telcos, s'ils décident de mettre les fichiers directement dans le réseau, effectivement, ils auront la capacité de faire du qualité de service. Donc là, ce qui est intéressant dans cette architecture, c'est que Netflix devient pratiquement un opérateur de service, puisqu'il contrôle pratiquement jusqu'à la fin la qualité de delivery, contrairement à l'OTT classique. Je sais qu'il y a des gens du CDN dans la salle, donc ils vont pouvoir m'expliquer ça plus en détail. Qu'est-ce qu'Harmonic montrait à l'IBC? Donc on avait plusieurs démos. On avait une démo d'HVOD Fragmented MPEG 4 où on montrait l'intégration avec un player, le player JPAC. Voilà, avec le t-shirt. Marche très bien. Pas craché une seule fois. Hein, donc, je dois dire chapeau. Bien entendu, ça c'est l'architecture pour l'OTT. On avait une deuxième démo où on avait créé une chaîne avec des clips, de la publicité. On était capable de streamer à travers un streamer transport stream vers des PC ou des set-top box avec l'approche transcodage NAS Playout Server. Et on montrait la qualité d'image HD 1080i versus Ultra HD et HD 1080p60 contre Ultra HD. Et effectivement, comme vous avez pu le voir sur l'écran, c'était pas très loin en fait en qualité. Le 1080p60 à 5 mégabits contre le Ultra HD 60 à 15 mégabits. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyaient beaucoup de différence. Il y a une petite différence. La résolution n'est pas la même. Les macro-blocs sont dans des endroits différents, mais pour l'utilisateur moyen, on est convaincu qu'on peut faire un service avec du 1080p60 et vous avez vu dans la présentation que l'infrastructure de production existe. N'oubliez pas que les broadcasters, ils n'ont pas des budgets illimités. Le dernier, on avait un encodeur live qui avait, on avait enregistré le flux de la sortie de l'encodeur live et on était capable de montrer ça sur des set-top box. Donc on avait une boîte de VIC-6 et une boîte de Broadcom qui tournaient dans notre stand. Et là, c'est plutôt bon signe. Et bien entendu, on avait également des set-top box Sagemcom, Technicolor, Pace, qui nous avaient donc donné des set-top box qu'on a testés dans nos labos et qui montrent qu'effectivement la chaîne commence à marcher. Donc au niveau du workflow pour le live, puisqu'il y a plein de gens qui pensent que le live c'est le futur de l'Ultra HD, ce qui est vrai pour les événements sportifs, malheureusement on n'en a pas tant que ça. Donc vous avez une source 4x3 GSDI sur un encodeur harmonique qui sort en transport stream, qui passe à travers un réseau IP, la set-top box en HDMI 2 va sur le téléviseur. Et voilà le type de démonstration qu'on avait sur le salon. Donc on montrait du 20 mégabits par seconde sur un décodeur Broadcom référence design VIC-6. Et on pense qu'ST sera capable de faire la même chose dans les mois qui viennent. Sigma derrière, Marvel en dernière position. Alors Ultra HD pour nous, c'est pas simplement montrer des belles images, mais c'est aussi d'expliquer aux gens quel est le use case. Donc un use case, bien entendu, c'est comment passer aux 100 frames par seconde. Donc ça, nous, on pense qu'on ne va pas casser UHD1 phase 1, c'est phase 2. Donc pour ça, phase 2, c'est très bien. Mais ce qu'on montrait, c'était un encodeur qui parle d'une set-top box. Donc set-top box décode de UHDP50. En HDMI 2, envoie ça à un téléviseur Love avec un chipset Sigma Design qui fait lui-même la conversion 100 frames par seconde avec de l'interpolation de mouvement. Et ça, c'était assez impressionnant de voir un match de foot à 100 frames par seconde avec une qualité bien meilleure que la qualité de captation à 50 frames par seconde. Deuxième démo qu'on avait, c'était donc 4 encodeurs en parallèle HD, HEVC 1080i, qui allait sur une set-top box Broadcom qui a un décodeur 4 HD en parallèle et qui est capable de mettre les 4 tiles sur l'écran. Et donc là, c'est typiquement le match de foot, plusieurs angles, plusieurs matchs de foot en parallèle si vous êtes en IP, ou bien si vous avez plusieurs tuneurs HD sur les boîtes câbles. Donc là, ça montre l'innovation que vous pouvez avoir sur la HD, mais dans un environnement Ultra HD. Dernière démo, Interactive Audio. On a encodé du contenu avec Dolby DD+. On a deux tracks audio et on est capable, dans la set-top box, voilà, c'est fini,
on est capable de montrer ça sur un écran UHD. C'était une source HD, le but c'est d'avoir la source UHD. Et donc là, on est capable de montrer l'audio qui switch, les commentateurs qui switchent entre les différents tracks audio. Et là, l'idée, c'est d'avoir son commentaire. Si on est supporter de Marseille, on a le commentaire de Marseille TV. Et si on est supporter du Paris Saint-Germain, on a le commentaire de la chaîne de Paris. Voilà, pour nous, c'est important d'aller au-delà du nombre de pixels, même de la qualité des pixels. Je ne vais pas m'étendre sur HDR, mais il y a d'autres applications. Voilà les partenaires avec qui on travaille. Vixis pour la partie décodeur, Love pour la partie téléviseur 100 Hz, Dolby pour la partie interactive audio, les framerate conversion de Sigma, JPAC pour son magnifique PC Dash Player, Broadcom sur ses chipsets, ST sur ses chipsets, Vigor pour les transport stream spooling, les devices. Donc on avait les set-top box AirTice, Wacom, Paysage Encom, les téléviseurs LG, Panasonic, Sony, Samsung Vizio, les PC players Fraunhofer et JPAC. Donc qu'est-ce qui s'est passé à l'IBC? Sujet important. UHD 1 phase 1 est prête à être commercialisé. Tout le monde est d'accord, les encodeurs existent, les set-top box existent, les téléviseurs existent. Tout ça, ça parle ensemble, on peut lancer un service. Pas énormément d'intérêt, ceci dit, des broadcasters pour faire du UHD 1 phase 1. Ils nous disent, si j'ai quelque chose à faire, je ferai ça en 1080p 50. Les Jeux Olympiques 2016 seront en UHD 1 phase 1, pour sûr. Personne ne sera capable de faire d'autre chose. C'est trop difficile de changer la spec, même mettre un audio supplémentaire dans un chip. Je peux vous expliquer que ce n'est pas si simple que ça. UHD 1 phase 2, c'est là où en fait l'industrie commence à travailler ensemble, que ce soit fournisseurs de contenu, diffuseurs, opérateurs, labos de recherche. Là, il y a vraiment un effort en commun sur le HDR, HFR, Object Audio, et je pense que si on arrive déjà à standardiser toutes ces parties-là, on arrivera à avoir le wow effect. C'est-à-dire les gens vont dire wow, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu avant. Aujourd'hui, le Ultra HD tel qu'il est, les fournisseurs de contenu ne sont pas foncièrement excités. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de meetings qui sont, je dirais, avec beaucoup d'intérêts divergents au niveau d'EVB, EBU, SMPTE, et on pense qu'on aura plus de clarité en 2015. En 2015, on aura les idées claires sur ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, avec qui il faut le faire. UHD 2, le 8K. Donc là, on parle de 100 mégabits, c'est le Japon, et on pense que ça ne sera pas économique avant 2020. Donc on a encore, je dirais, 6 bonnes années à faire du 4K. Et peut-être que ça sera suffisant même au-delà de 2020. La HD, ça a commencé en 2002, je pense. En 2014, il y a encore des gens qui diffusent en SD. Les Jeux Olympiques de 2020 sera intéressant. Vous aurez du UHD 1 phase 2, 4K, et du UHD 2. Les Japonais, ils auront leur standard pour eux, et puis le reste du monde, ils feront un autre standard. Ce sera intéressant. De notre côté, Harmonic, nous on travaille avec les fournisseurs de contenu, les opérateurs et tous les partenaires pour faire de Ultra HD un succès. On n'était pas foncièrement impliqué dans la 3D, mais on pense qu'il faut faire des choses telles que ça marche techniquement et commercialement. En termes de conclusion, Ultra HD, c'est assez complexe et nouveau. C'est clair que des écosystèmes comme ça, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était la 3D, fiasco complet. La HD, ça a pris 10 ans pour se stabiliser. Beaucoup de manières de délivrer du contenu Ultra HD, que ce soit de la VOD, du linéaire ou du live. Il ne faut pas penser Ultra HD live, ça peut être aussi de la VOD, Netflix l'explique tous les jours. 1080p 60 ou 50, c'est un bon compromis en attendant la bonne spécification d'Ultra HD. Les deux se valent, mais je pense que des gens du marketing de la fibre à Orange vous diront qu'il faut absolument de l'Ultra HD. Et puis son collègue qui fait du DSL lui dira oui, mais moi je fais du 1080p 50 parce que ça va très bien sur mon réseau. Donc vous pourrez voir un même opérateur avoir deux types de contenu sur son réseau.
L'IBC 2014, c'était la première démonstration publique d'équipement grand public, c'est-à-dire des set-top box qui parlent à des encodeurs à travers des vrais réseaux, avec même de l'HDMI 2.0. Donc ça, c'est intéressant. Au CES, vous aviez des gens qui vous parlaient de tout un tas de produits, mais pas connectés. Des télévisions connectées, pas connectées. On voit du silicium et des encodeurs live, donc ça veut dire qu'on peut penser qu'il y aura des déploiements commerciaux en 2015, même s'il n'y a pas de contenu. Et notre vue de toutes ces discussions autour du Ultra HD, c'est que si il nous faut absolument des standards sur HDR, l'audio, la sécurité, les framerates, pour pouvoir faire un déploiement massif, je dirais autour de l'aspect UHD 1 phase 2, si possible avec des prototypes en 2016, mais il nous faut quelque chose de bien finalisé pour que les chips puissent être faits, les encodeurs puissent être faits. Voilà, donc Harmonic, très, très content d'être présent dans cette OVF Squad, et on voudrait rester le leader comme on l'est aujourd'hui sur le broadcast, l'OTT et pourquoi pas l'Ultra HD quand ça décollera. Voilà.